Et bonjour tout le monde, je suis Octavien Pomp et donc je commissionne ce matin de vous faire une petite présentation sur l'aspect contrôle non destructif. Et vous allez voir dans ma présentation, j'ai orienté ma présentation sur la rupture et l'utilisation de l'analyse d'image sur l'aspect fissuration. Vous allez voir dans ma présentation, j'ai essayé de vulgariser au maximum certaines choses pour que ça soit plaisant et simple à comprendre. Donc je travaille dans un laboratoire qui se trouve à Égletons. Donc vous avez ici quelques images de la ville d'Égletons. Donc il y a une qui correspond pas. Donc pour voir un peu l'environnement dans lequel se trouvent nos doctorants et dans lequel on travaille. Donc c'est un laboratoire qui est rattaché à l'Université de Limoges, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est diagnostic et durabilité des ouvrages, bois, mais on travaille aussi sur tout ce qui est chaussée, parce que il y a quand même un peu de lien entre la chaussée et le bois. Ce sont des matériaux utilisés en génie civil, avec un comportement viscoélastique, et ce sont des matériaux qui sont influencés par les conditions environnementales, que ce soit la température ou l'humidité. Donc voilà, vous avez bien compris que l'image qui est au centre, c'est pas Égletons. Pareil, on est dans un environnement qui est très propice à la pathologie du bois, parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Et c'est vrai que depuis des années, on développe des méthodes qu'on peut appeler CND pour caractériser le bois. Et donc parmi les techniques qu'on utilise aujourd'hui dans notre laboratoire, vous avez les méthodes et les techniques optiques pour tout ce qui est mécanique de la rupture et comportement mécanique du bois. On travaille aussi sur la tomographie électrique depuis quelques années, donc ça nous permet d'avoir un peu la teneur en eau du bois et d'avoir une cartographie 2D de l'humidité dans le bois. L'émission acoustique, les ultrasons, pareil pour la mécanique de la rupture et le comportement mécanique. Et on est équipé aussi en thermographie infrarouge. On avait fait quelques essais il y a quelques années, mais pour l'instant, voilà, c'est pas quelque chose où on est très avancé. Et donc, vous allez voir dans ma présentation, j'allais me concentrer un peu plus sur la partie méthode optique. Et à la fin, j'ai quelques diapos sur la partie thermographie électrique, pour voir un peu ce qu'on arrive à faire aujourd'hui dans notre laboratoire. Voilà, donc on va commencer. Bon, il n'y a pas 365 diapos, je vous rassure, vous allez voir. Et donc voilà, j'allais commencer pour vous expliquer un peu la mécanique de la rupture. Donc on est bien d'accord que tout au début, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui dure, qui ne se sépare pas. Mais on sait bien que voilà, on est soumis, qu'on veuille ou pas, à des sollicitations donc, du quotidien qui peuvent amener soit à une rupture, mais si voilà, on fait un peu d'entretien, si on fait un peu attention, donc c'est quelque chose qui peut durer et qui peut continuer. Et donc le bois, vous allez voir, c'est pareil, donc ça peut fissurer, mais ça peut durer aussi si on fait attention, si on arrive à le maîtriser. Et donc l'idée d'utiliser des méthodes CND, c'est ça, c'est d'anticiper et du pouvoir après derrière appliquer les traitements nécessaires pour préserver le bois. Donc voilà, si on revient sur le bois, pareil, lorsqu'on fait un ouvrage en bois, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui est durable dans le temps, mais comme dans la diapo d'avant, on n'est pas à l'abri que derrière il peut y avoir des fissures, que derrière il peut y avoir de la ruine de la structure, et donc c'est pour ça que c'est important de faire le nécessaire pour assurer la durabilité de notre construction et donc éviter que ça rompe. C'est bon? Donc vous avez compris un peu ce qu'on va faire. Et donc là, voilà, là on va rentrer un peu dans la présentation. C'est que vous le savez tous, les structures en bois ne sont pas simples parce qu'on a plein de singularités. Donc on a déjà le matériau. Donc on va revenir un peu sur le matériau. Donc on a un matériau qui n'est pas simple, qui est un peu complexe, mais au niveau de la construction, on se retrouve en présence des singularités qui sont déjà existantes, que ce soit des fissures ou que ce soit des éléments d'assemblage. Donc on voit bien que déjà, dès la construction, on est dans une configuration qui peut amener beaucoup de problèmes, et donc il faut s'assurer que ces éléments-là n'accélèrent pas le phénomène de dégradation et de destruction du matériau. Voilà. Bon, du moment où vous êtes dans le GDR bois, donc je pense que vous connaissez tous le matériau bois. Donc vous avez ici quelques mots-clés sur le matériau bois. Donc c'est un matériau qui est complexe déjà,
avant tout, avec un comportement viscoélastique, donc qui ne nous arrange pas, avec une orthotropie aussi, cylindrique, forte sensibilité hygrothermique, et vous avez tous compris que le vrai problème de notre matériau, c'est plutôt le comportement hygrothermique, et donc c'est ça qu'il faut arriver à maîtriser pour éviter que derrière, il y a des pathologies qui arrivent dans le bois. Donc c'est un matériau qui vieillit aussi, donc ça, c'est pareil, souvent on ne peut pas faire grand chose, et donc un matériau à mémoire de forme, donc ça c'est plutôt quelque chose qui peut nous intéresser. Et pas simple, parce que même si on développe des méthodes pour une essence, on se rend compte souvent que en fonction de l'essence qu'on étudie, le comportement c'est pas le même. Et donc c'est important de pouvoir avoir des outils qui s'adaptent à toutes les configurations. Et donc voilà, l'objectif que nous on vise dans ce qu'on fait, c'est s'assurer de la durabilité à la fois matérielle, parce que voilà, il y a l'aspect matériau, et la durabilité structurelle. Voilà. Et donc c'est que en début de thèse, on ne comprend pas et ça peut nous faire fuir par rapport à ça. Et donc, je vous ai dit au début de ma présentation, j'allais orienter un peu ce que j'allais vous présenter aujourd'hui sur la fissuration du bois. Après, voilà, il y a des gens qui disent, est-ce que le bois sans fissure, il est joli? Avoir une poutre où il n'y a pas de fissure, c'est qu'on peut se poser la question. Mais malgré ça, dans le bois, on a des fissures et donc on doit s'assurer que ce sont des fissures qui ne vont pas évoluer dans le temps et qui ne vont pas dégrader la structure. Et donc nous, on essaye de mettre en place des stratégies expérimentales, numériques et tout ce qu'on veut pour caractériser ce phénomène de fissuration et de comprendre ce processus qui peut amener parfois à la fissuration du bois. Tout en sachant qu'on est, encore une fois, dans un environnement qui n'est pas simple et qui peut évoluer. Donc, malgré les choses qu'on peut avoir sur une journée, ça peut changer. Et donc, il est important d'avoir des outils de mesure. Donc, souvent, vous avez vu au début de ma présentation, on utilise plusieurs méthodes CND. Donc, souvent, on les utilise d'une manière combinée parce qu'on est intéressé de connaître l'humidité, mais on est intéressé aussi de voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la fissure. Et donc, l'idée, c'est de voir est-ce que ce point de fissure, il se propage dans le temps ou pas? Donc, pour caractériser la fissuration dans le bois, il y a plusieurs approches. Voilà, donc là, vous avez une diapo qui présente d'une manière très simplifiée ces approches. Vous avez ce qu'on appelle l'approche locale. Et comme le nom le dit, c'est qu'on est dans une zone qui est vraiment à proximité de la pointe de la fissure, là où la fissure elle va s'élaborer et va se propager. Sont des choses qui ne sont pas très simples à utiliser parce que ça demande une analyse vraiment très locale de l'endommagement et utiliser des champs qui sont locaux, donc souvent difficiles d'accès. Mais on a aussi des approches qu'on appelle globales, qui sont un peu plus simples. On les appelle aussi des approches énergétiques et vous allez le voir, on a des intégrales qu'on appelle invariantes qui nous permettent de faire ce type d'analyse. Et cette fois, on va utiliser des champs mécaniques qui sont un peu plus éloignés par rapport à la pente de la fissure et c'est là où les méthodes que nous on utilise sont adaptées parce qu'on a accès à ces zones-là facilement. Beaucoup plus facilement que dans l'analyse locale. Bon, pour étudier l'état énergétique au point de la fissure, on a, voilà, je vous ai dit, les intégrales invariantes. Et donc, on voit bien que dans ces équations-là, donc vous allez voir, on n'utilise pas que des équations, on fait aussi des mesures, on a besoin de connaître des champs mécaniques, que ce soit le champ de déplacement, que ce soit le champ des contraintes, et donc il va falloir avoir accès au champ réel qu'on a à proximité de notre fissure, et donc c'est là où on va utiliser, nous, les méthodes optiques ou les méthodes CND pour accéder à ces champs réels qui se retrouvent dans cette région lointaine ou semi-lointaine par rapport à la pointe de la fissure. Voilà. Donc pour faire plus compliqué, il y a d'autres intégrales invariantes qui sont utilisées. Donc J, Gθ, Mθ, il y a d'autres aussi. Il faut savoir aussi que lorsqu'on a la fissuration du bois, c'est jamais en mode 1. Souvent vous avez, je ne sais pas si vous connaissez les modes de fissuration, mais il y a 3 modes. Donc il y a le mode 1, le mode 2, où il y a du cisaillement. Il y a le mode 3, où vous avez un cisaillement hors plan. Et donc souvent vous avez une combinaison de ces méthodes-là, de ces modes-là,
Et lorsque vous avez de la mixité, on va utiliser l'intégrale m-θ, et lorsqu'on a des situations plus simples, on utilise le J ou le Gθ, en sachant que le mode le plus critique, c'est le mode 1. Donc l'idée, c'est de trouver le poids du mode 1 dans la combinaison de ces modes. Voilà. Donc, si vous êtes passionné par la fissuration, voilà, vous avez des intégrales. Et donc voilà, là, je vais vous expliquer comment nous, là, on intègre les méthodes optiques dans l'analyse de ce phénomène de fissuration. Donc j'ai repris ici l'exemple du Gθ. Donc on voit ici que dans le calcul de cette intégrale, de ce paramètre, on va dire énergétique, on doit avoir accès au champ de déplacement, les contraintes, l'énergie, et c'est là où nous on va essayer de coupler l'expérimental avec le numérique. Donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'avec différentes méthodes optiques, on va accéder au champ de déplacement. Voilà. Ce champ de déplacement, on va l'exporter ensuite vers un code d'éléments fini ou vers un outil numérique en appliquant une loi constitutive. Donc ça c'est pareil, on va voir un peu plus tard, ça reste discutable sur le bois, en plus c'est du bois qui est vieilli, parce que ce sont des choses qui évoluent avec le temps. Et donc derrière, on va calculer le champ des contraintes, le tenseur contrainte, et l'énergie, et donc au final, on va arriver à faire le calcul d'une autre Gθ en utilisant, si vous voulez, des données expérimentales qui sont représentatives de l'état mécanique de notre matériau ou de notre structure. La seule approximation qu'on peut faire à ce niveau-là, c'est les propriétés de notre matériau, parce que peut-être qu'à ce moment-là, on ne les connaît pas et on va faire l'hypothèse que les propriétés de notre matériau n'ont pas changé, et donc on va l'utiliser de cette manière-là. Donc, si je dois résumer, on va réaliser ce type de couplage. Méthode CND, donc là c'est l'analyse d'image, mais il peut y avoir d'autres méthodes. Et en parallèle, la modélisation éléments finis. Et donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une idée précise de l'état d'endommagement de notre matériau bois en présence d'une fissure. Et donc, voilà. Et vous allez le voir aussi dans ma présentation, c'est qu'il y a une certaine similitude entre l'analyse par des méthodes optiques et la modélisation par éléments finis, parce que dans les deux cas, la zone d'étude, le domaine d'étude, il va être discrétisé comme un maillage élément fini qui est discrétisé par des nœuds et des éléments. Et donc on voit bien, vous allez voir que c'est facile de faire cette approche entre analyse d'image et méthode numérique. Les méthodes optiques que nous on utilise, on a le suivi de marqueurs. Donc c'est une méthode qu'on peut considérer facile à adapter pour les structures en bois. L'idée c'est de mettre des points à des différents endroits sur la structure. On peut utiliser comme marqueur aussi les éléments d'assemblage. Voilà. Le plus important, encore une fois, c'est d'avoir un contraste entre le marqueur qu'on va positionner sur notre structure et tout ce qui se trouve autour, parce que dans l'analyse qu'on va faire, on va détecter dans un premier temps la position d'une autre tâche ou d'une autre cible, et derrière, par l'analyse d'image, on va suivre qu'est-ce qui se passe avec ce point-là, comment il va se déplacer en X, Y, s'il va tourner et tout ça. Donc, ça, c'est si on utilise le suivi de marqueur, mais vous avez aussi une autre méthode qui vous permet d'avoir accès à une surface qui est plus importante, qui est la collation d'images numériques. Et cette fois, il faut s'imaginer que les marqueurs qu'on a ici, on va les remplacer par des petits marqueurs qu'on appelle mouchetis. Donc on aura un mouchetis qui est la surface de l'éprouvette. Et derrière, pour faire l'analyse, on va discrétiser la zone d'étude par des petites fenêtres de corrélation qui contiennent plusieurs pixels. Et donc c'est pareil, par l'analyse d'image, par le traitement d'image, on va regarder un peu comment la surface de notre matériau, de notre élément de structure se déforme et se déplace dans le temps. Donc, facile à utiliser, parce que voilà, ça se pose à mettre des points. Le problème, c'est que si vous avez un point qui se dégrade, vous n'allez pas pouvoir le mesurer. Là, si vous utilisez le mouchetis, ça suppose de mettre une peinture, de mettre un fond. Donc après, souvent, on a certains matériaux qui ont une texture naturellement mouchetée,
Et donc là où on n'a pas besoin d'ajouter des revêtements spécifiques. Et donc voilà. Pour réaliser l'analyse et le traitement d'image, nous on utilise des logiciels qui sont développés par l'Institut P', par l'équipe photomécanique. Et donc ça fait quelques années voilà, qu'on utilise ça et qu'on arrive à sortir des choses sur le processus de fissuration et sur la propagation. Est-ce que vous connaissez ces méthodes-là ou non? Non? D'accord. Donc ça, lorsqu'on avait fait l'école sciences du bois à Égletons, donc on avait fait des ateliers pour appliquer du mouchetis. Bon, ça demande un peu de technicité parce qu'il faut maîtriser la pression sur la bonne peinture. Là, voilà, encore une fois, il faut s'imaginer que vous mettez des points à des différents endroits, qu'à la fin, vous sélectionnez chaque point et vous faites de l'analyse. Mais l'avantage ici, c'est qu'on peut utiliser, encore une fois, des éléments d'assemblage qui existent sur la structure. Voilà, encore une fois, juste il faut avoir un contraste. Je rentre pas dans les détails des méthodes, mais ça suppose que vous avez un flux de lumière qui reste constant tout au long de l'essai et que voilà, il n'y a pas de dégradation de la surface de l'éprouvette parce que sinon vous perdez de l'information entre les deux. Et donc, c'est vrai qu'au départ, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que ce sont des méthodes qui sont fiables? Parce que voilà, il y a un peu de traitement d'image. On utilise des caméras, il y a un peu de réglage. Et donc, on avait fait quelques essais et on a comparé des mesures générées par les jauges de déformation. Donc, ça, c'est un essai de flexion. Et donc, on a collé des jauges de déformation. On a fait des analyses par corrélation d'image, mais on l'a utilisé comme des suivis marqueurs. On voit bien qu'il y a une bonne corrélation entre des mesures qu'on peut avoir avec les jauges de déformation ou les méthodes optiques. Donc, ça rassure aussi parce que c'est que souvent, on a l'impression que ça peut rester approximatif et que ça peut... Bon, après, c'est un peu plus bruité parce qu'on a beaucoup plus d'informations, mais ça reste fiable. Et donc là, j'allais vous présenter quelques essais qu'on a réalisés pour caractériser le comportement en fissuration du bois en utilisant ces méthodes optiques. Et donc là, vous avez un essai de fissuration sur une éprouvette en bois. Et comme vous pouvez le voir ici, on a positionné plusieurs marqueurs sur la surface de l'éprouvette. Et donc, c'est un essai de fissuration en mode 1. Donc, c'est un weight splitting test qui permet de simuler le mode 1. Pareil, lorsqu'on fait des expériences, on essaie d'avoir des configurations qui sont simples. Et donc ici, dans cet essai-là, vous avez une éprouvette avec des cernes qui sont parallèles pour avoir une propagation qui est droite, pour éviter qu'on a un mode mixte dans la propagation de la fissure. Et donc derrière, on a testé ça et on a regardé un peu si on a la possibilité d'interpréter ce qui se passe en point de la fissure. Voilà. Donc ça demande un peu de temps pour mettre tous ces points-là, mais ça nous a permis de voir un peu si la méthode elle est adaptée et si ça marche. Donc on a fait le test, voilà, et là, comme vous pouvez le voir, on a regardé un peu si on a accès à la déformation et au déplacement en point de fissure. Et donc on voit bien ici que, voilà, à la fin de l'analyse d'image, on peut avoir accès à un champ de déplacement et on peut interpréter un peu ce qui se passe ici autour de la pointe de la fissure. Et normalement, à travers cette analyse des champs de déplacement et par un couplage avec la méthode des éléments finis, on est capable de remonter à un état énergétique à proximité de la fissure et d'estimer un peu l'intensité de la sollicitation à cet endroit-là. Et donc, à la fin des mesures, comme je vous ai dit, on peut trouver une certaine similitude entre la disposition des marqueurs qu'on a au niveau de notre éprouvette et un modèle élément fini. Donc on va utiliser les points qu'on a positionnés sur la surface de l'éprouvette comme des nœuds. Et donc derrière, on peut recréer un maillage élément fini. On peut attribuer à chaque nœud le champ de déplacement qu'on a mesuré par l'analyse d'image. Et derrière, on peut afficher des cartographies des déplacements. En connaissant la loi constitutive de notre matériau, on peut accéder aussi à des contraintes et derrière calculer le J, G, θ ou mθ lorsqu'on a un mode mixte. Et donc on voit bien, là vous avez un maillage qui a été généré à partir des mesures optiques. Et donc là vous avez encore une fois la projection des champs de déplacement au niveau des nœuds obtenus également par la méthode des éléments finis. Donc, souvent, lorsqu'on fait de l'expérimental, on n'a pas accès à toutes les informations et c'est là où on est obligé de
compléter l'information par des modélisations éléments finis pour aller un peu plus loin dans l'analyse. Voilà. Par contre, ce qu'on a constaté, je l'avais dit un peu au début, mais je ne sais pas si j'avais insisté, c'est que lorsqu'on calcule les intégrales invariantes, ça suppose que peu importe la taille du domaine d'intégration, l'intégrale, elle est invariante. Donc, vous n'avez pas de variation. Sauf que, quand on a des mesures expérimentales, on ne maîtrise pas tout. On maîtrise pas tout. Et lorsqu'on regarde la valeur du taux de restitution d'énergie en fonction de la taille du domaine, on voit bien ici qu'on n'a pas l'invariance. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, par rapport à la théorie qui dit que l'intégrale elle est invariante, on voit bien que lorsqu'on exploite les résultats, on est sur des valeurs qui varient en fonction de la taille de notre domaine d'intégration. Donc, la question qu'on se posait à l'époque, c'est est-ce qu'on maîtrise tout dans la mesure? Parce qu'après, lorsqu'on regarde la déformée, tout ça, on a l'impression que c'est symétrique, que ça se passe bien, mais on n'a pas peut-être le niveau de précision pour s'assurer que tout est parfait. Et donc, parmi les choses qu'on a soupçonnées, c'est les mouvements de corrigide. Parce que lorsqu'on fait de l'expérimental, on n'est jamais à l'abri que les conditions limites ne sont pas parfaites. La qualité du mouchetis, l'éclairage, mais bon, ça sont des aspects optiques, donc ça c'est pareil, on a essayé de s'appliquer, de faire des choses mieux, mais on avait toujours ce problème-là. Et vous avez compris aussi, c'est que lorsque on calcule les intégrants invariantes, on doit connaître la position de la pointe de la fissure. Et ça, on le sait, c'est que pendant la propagation, ça va se déplacer. Et donc peut-être que lorsqu'on fait le calcul pour cette courant-là ou pour les courants d'après, notre pointe de fissure, il s'est déplacé et qu'on n'a pas la position précise. Et donc, on s'est dit comment on peut corriger tous ces aspects-là pour retrouver l'invariance de notre intégrale. Voilà. Donc après, et donc, c'est là où on est allé un peu plus loin. Donc, on a ajouté des diapos parce que du coup, c'est un peu plus compliqué. Et on est arrivé à cette situation-là. Donc, voilà, le point de départ, c'était obtenir des valeurs qui ne sont pas variables en fonction de la taille. Et donc, la première chose qu'on a trouvée, c'est d'optimiser les champs de déplacement. Ça, on était persuadé, on le savait, donc ça, il n'y avait pas de surprise, que les mesures optiques qu'on avait, elles étaient bruitées par tout ce qu'on pouvait avoir dans l'environnement de notre éprouvette. Et donc, on sait aussi qu'on a des modèles analytiques qui nous permettent d'écrire, d'exprimer les champs de déplacement. Et donc, l'idée du départ, c'était est-ce qu'on peut coller un modèle analytique sur un champ expérimental pour optimiser, pour retrouver la symétrie. Et donc, cette superposition du modèle analytique sur le champ expérimental, ça supposait l'identification des différents coefficients et paramètres qu'on avait dans le modèle analytique, tout en intégrant aussi les mouvements du corrigide, la position de la pointe de fissure, et donc on avait aussi la constante de Kolosov qui se retrouvait dans cette expression des champs analytiques. Donc l'idée c'est de coller ça sur ça, afin d'obtenir ce qu'on appelle nous un champ optimisé, mais qui est le plus fidèle possible au champ expérimental. Et donc là on passait par, je ne sais pas si j'ai noté, donc on est passé voilà, par des méthodes itératives pour optimiser et pour minimiser au maximum l'écart qu'on pouvait avoir entre le champ analytique et le champ expérimental. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est que on avait accès à des informations sur les conditions expérimentales. Donc on pouvait corriger les mouvements du corrigide, translation et rotation. Et le plus important, c'est qu'on était capable de savoir où se trouve la pointe de la fissure. Parce que, encore une fois, dans cette analyse-là, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que la fissure, elle se propager. Si elle ne se propage pas, on peut se dire, bon, on a une fissure qui est stationnaire, donc peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de danger. Et donc, ensuite, une fois qu'on avait des champs expérimentaux qui étaient optimisés, on était capable de recalculer l'intégrale Gθ, Jθ ou Mθ et avoir des choses correctes, donc avoir l'invariance du domaine d'intégration. C'est bon?
Et donc là, on est allé ensuite pour instrumenter des éléments de structure en bois avec le temps. Donc là, c'est derrière l'atelier. Donc vous avez compris la météo. Donc malgré le fait que voilà, le poteau qu'on a ici, il est à l'abri, la neige, la pluie, le froid font que le bois fissure. Et donc, on a essayé, pareil, de positionner des marqueurs et de regarder dans le temps. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la fissuration se propage ou pas? Et donc, voilà, j'ai pas mis l'image, mais on avait une station météo, donc on avait accès à toutes les informations liées à l'hygrométrie du bois. Donc, on était sur des méthodes simples. Par contre, je vous l'ai dit au début de ma présentation, la question qui se pose dans cette analyse-là, quelles sont les propriétés de mon bois? Parce que si j'utilise les propriétés du départ que j'avais lorsque j'avais installé le poteau, peut-être que mon analyse, elle est fausse. Et donc là, l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut passer autre que la connaissance des propriétés mécaniques pour déterminer le niveau de fissuration au niveau du mont bois. Et là, c'est pareil, on s'est posé des questions et on est arrivé à des solutions de ce type-là. J'essaie de vous expliquer ça. Donc ça, vous avez compris, on a les champs analytiques qu'on sait coller sur un champ expérimental. Donc on a accès à plein de paramètres. On sait aussi que le taux de restitution d'énergie peut s'exprimer de cette manière-là. Donc le K1, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le facteur d'intensité des contraintes. Donc c'est un paramètre qui dépend de l'état du chargement. Donc ça, c'est pas compliqué. Si, pour un poteau comme ça peut être compliqué, mais on peut l'estimer. Et des paramètres géométriques de notre éprouvé, donc la longueur de la fissure, donc ça c'est pareil, la longueur de la fissure et les dimensions de l'éprouvé, donc, et E qui est le module d'élasticité. Donc on peut estimer, encore une fois, le taux de restitution d'énergie de cette manière-là. Mais encore une fois, on se pose des questions sur la valeur de E. Avec mon collègue Frédéric Dubois, qui était affiché au début de ma présentation, on a trouvé une corrélation entre la complaisance élastique réduite, le facteur d'intensité des contraintes et un autre facteur que nous on appelle facteur d'intensité d'ouverture de la fissure. Donc c'est un facteur qui nous donne un peu l'intensité de l'ouverture de la fissure. Donc le facteur d'intensité des contraintes, on peut dire que ça nous renseigne un peu sur la concentration des contraintes en point de fissure, sur l'intensité des contraintes par la concentration. Et ce facteur-là, ça nous permettait d'exprimer l'intensité de la déformation en point de fissure. Et donc on a trouvé une nouvelle relation qui nous permettait d'exprimer le taux de restitution d'énergie en fonction d'un facteur d'intensité des contraintes qui ne dépend pas forcément des propriétés matériaux et d'un facteur d'ouverture de la fissure qui va dépendre de la formulation analytique de notre champ de déplacement. Et donc de cette manière-là, dans notre vision des choses, et ça a marché, on pouvait s'affranchir des propriétés élastiques de nos matériaux. Donc, K epsilon, on l'obtient avec l'expérimental, et K sigma par une expression analytique ou par une modélisation élément fini. Pour contourner encore une fois les propriétés de notre matériau qui peut être vieilli. Donc, je n'allais pas entrer, mais voilà. Pour exprimer le facteur d'intensité d'ouverture de la fissure, on retrouve ici les coefficients de pondération qu'on a dans les séries analytiques, qu'on utilise pour l'optimisation. Donc, une fois qu'on a optimisé nos champs de déplacement, on est bien d'accord qu'on a accès à ces coefficients-là. Et donc, du coup, on a accès au facteur d'intensité d'ouverture de la fissure. On est bien d'accord, c'est qu'en expérimental, qu'on veuille ou pas, le comportement de notre matériau dépend de son état de vieillissement. Mais il est caché un peu dans ces coefficients-là. Donc, on n'aura pas peut-être accès directement à ces valeurs-là, mais on aura un coefficient qui nous permettra de calculer derrière un taux de restitution d'énergie et donc derrière pouvoir exprimer l'état de fissuration, le degré de fissuration qu'on a en point de fissure. Et donc, pareil, si on doit résumer la stratégie qu'on en a, donc, pareil, couplage expérimental numérique. Donc là, vous avez une configuration mode mixte, parce que du coup, on travaille aussi en mode 1 ou en mode mixte. Donc, on obtient des champs de déplacement expérimentaux, bruités, et en passant par un processus d'optimisation, on obtient des champs mécaniques, du coup, optimisés, purgés de tout ce qui est bruit expérimental. Et à partir de ces champs-là, on est capable
on est capable de déterminer le facteur d'intensité d'ouverture de la fissure. En parallèle, par une modélisation numérique qui reprend la configuration expérimentale au niveau des conditions de limite, au niveau du chargement, on peut derrière trouver le facteur d'intensité des contraintes, calculer directement le taux de restitution d'énergie lorsqu'on connaît les propriétés élastiques de notre matériau, mais sinon calculer le facteur d'intensité des contraintes et derrière exprimer le taux de restitution d'énergie et estimer ce qui se passe en pendule à fusion. Donc, en passant encore une fois par ce processus-là, encore une fois, on a accès à la pendule à fissure et on peut savoir si la fissure elle se propage ou pas. Et donc, si on revient sur notre poteau, regardez ici, donc on a, pareil, à partir des mesures expérimentales, on est remonté à un modèle élément fini. Et donc là, vous avez une représentation des champs de déplacement pour un état donné. Donc après, voilà, nous on avait fait un suivi et donc on est capable de voir un peu ce qui se passe. Et donc derrière, on peut avoir accès aux différentes propriétés de notre matériau et aussi à ce qui se passe au niveau fissuration dans le bois. Voilà, donc on voit bien que là on a des points qui ne sont pas alignés, mais ça c'est pas important. Mais le problème c'est que si la fissure elle part un peu en travers, donc là vous êtes un peu embêté parce que vous avez des points qui ne sont pas sur le chemin de propagation de votre fissure. Et donc on voit bien que à l'échelle matériau, à l'échelle de la structure, en utilisant l'analyse d'image, on est capable d'accéder un peu à un état déformé et voir aussi si la fissure elle se propage. Donc nous, dans les tests qu'on avait fait, on avait constaté que la fissure elle était stationnaire et malgré les variations qu'on avait à l'extérieur, on voyait, par contre, on voyait que l'ouverture de la fissure elle changeait en fonction des conditions extérieures, mais que la fissure elle ne se propageait pas. Pareil, au niveau des méthodes optiques, on travaille sur d'autres aspects. Donc là, vous avez une poutre en lamellé collée qui est testée en flexion. Et ce sont des essais qu'on avait fait dans le cadre d'une thèse avec l'ERMAB. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on peut avoir accès à la compression transversale qu'on peut avoir ici au niveau des appuis. Donc, au niveau de la poutre, on avait plusieurs zones qui étaient couvertes avec du mouchetis, pour avoir accès au champ de déplacement. Et là, pour vérifier un peu les conditions limites pendant l'essai, comme vous pouvez le voir ici, au niveau des appuis, on avait mis des points. Et par l'analyse d'image, derrière, on était capable de remonter un peu à ce qui se passait ici. Voir un peu si ça tournait, si ça glissait, donc tous ces aspects-là. Et donc, on a regardé un peu ce qui se passe. Et pareil, avec la même idée, coupler l'expérimental avec le numérique si on avait besoin des informations complémentaires. Et donc là, vous pouvez voir un peu le maillage qui a été obtenu à partir du mouchetis et des mesures optiques, avec l'implémentation du champ de déplacement. Donc là, vous avez l'état déformé, obtenu par élément fini. Donc on voyait bien ici la déformation de notre bois au niveau de l'appui. Et là, on a représenté ensuite une cartographie des déformations pour voir un peu le compte de distribution au niveau de l'appui et voir, étudier un peu la compression transversale. Donc on voit bien que voilà, même sur des éléments de structure qui sont complexes, on arrive à avoir des informations qui sont bien sur la compression en utilisant des méthodes optiques. Bon, c'est pareil, ça sont des choses qu'on avait fait un peu avec les étudiants. Pareil, en utilisant les méthodes optiques, le suivi de marqueur, on est capable aussi de retracer la déformation d'un élément de structure pendant le chargement. Et donc pareil, on peut remonter à différents aspects, différentes propriétés mécaniques liées à notre matériau. Des choses qu'on fait mais qu'on n'a pas appliquées forcément pour l'instant au bois, mais qui vont s'appliquer, c'est avoir accès à la surface de fissuration de notre matériau. Donc ce sont des choses qui arrivent un peu après que le matériau il a cassé, pour estimer l'état de fissuration. Et donc on utilise les méthodes photogrammétriques. Donc là, il suffit d'avoir un bon appareil photo. Donc là, vous avez l'objet qui a été photographié et vous avez un peu la position de la caméra pour avoir accès un peu à tous les faces. Et donc après, derrière, pareil,
on peut modéliser un maillage élément fini, mais on peut avoir aussi accès un peu à la surface d'une autre ligament. Parce que sur le bois, c'est qu'il y a des gens qui se posent des questions sur la zone d'élaboration en point de fissure, et donc là c'est pareil, ce sont des informations qui peuvent être importantes pour avoir une reproduction réelle du ligament et pour avoir une valeur réelle du taux de restitution d'énergie. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on calcule le taux de restitution d'énergie, on considère le plus souvent que le ligament il est droit et on néglige la bifurcation, on néglige tous les autres aspects qui peuvent être liés à une fissure qui tourne ou qui n'est pas droite. Et donc du coup, on surestime notre fission, notre énergie de fissuration. Une autre méthode qui est développée également par les collègues du Poitiers, c'est la méthode du PDIC. Et donc c'est une méthode qui permet d'améliorer la collation d'images numériques. Et c'est une méthode qui permet d'avoir accès, je ne sais pas si vous voyez ici, non, ça ne se voit pas très bien, mais qui nous permet d'avoir accès aussi à tout ce qui est endommagement périphérique par rapport à la pente de la fission. Et donc ça c'est important parce que ça nous permet de voir un peu ce qui se passe un peu tout autour de la fission. Et donc cette méthode-là, elle est adaptée pour faire le suivi d'une fissure. Et donc là, il y a un peu de technique parce que si vous voulez, pour faire ce type d'analyse, on va définir ce qu'on appelle une pseudo-déformation. Donc une déformation. Et en fonction de la valeur de la pseudo-déformation qu'on va se fixer ici, on va se dire, là j'ai de l'endommagement ou là j'ai de la macrofissuration. Et donc, si on est capable de séparer les différents phénomènes, on voit bien ici qu'on est capable de notre analyse d'arriver à ce qu'on appelle le fracture process zone, et donc identifier la zone du process d'une autre fissure. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour les gens qui font de la fissuration dans le bois, parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Ce sont des aspects que souvent sont un peu cachés par ce qu'on appelle une longueur équivalente de la fissure. Par contre, là, en utilisant ces méthodes-là, on peut avoir accès à un comportement, pas un comportement réel, mais au processus réel qui se passe autour de la pente de la fissure. Et ça nous permet aussi d'anticiper une éventuelle propagation. Parce qu'avant que la fissure se propage, normalement, vous avez une élaboration, une zone d'élaboration, et après la fissure, elle va se propager à l'intérieur de cette zone d'élaboration. Et donc peut-être que ça va nous permettre, en termes de diagnostic, d'anticiper l'éventuelle apparition d'une fissure, et après on sait que ça va se propager à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à l'appliquer au bois. Donc là, on l'a appliqué sur un matériau qui s'endommage fortement, mais encore une fois, on a les collègues du Bordeaux qui travaillent beaucoup sur la process zone, mais ils n'arrivent pas à l'estimer, donc ils disent j'ai une longueur équivalente, et donc je prolonge un peu plus ma fissure. Donc je vous ai dit au début de ma présentation, on travaille aussi sur les méthodes résistives. Donc on va injecter un peu de courant dans le bois, et donc derrière on va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour avoir un peu le front d'humidité dans le bois, parce que le problème qu'on a dans le bois, c'est la maîtrise de l'humidité, parce que si l'humidité n'est pas maîtrisée, derrière il peut y avoir des choses qui se passent. Et donc depuis quelques années, on a travaillé sur la tomographie électrique. On l'appelle comme ça, et elle est beaucoup utilisée en géologie, en géotechnique. Et donc, vous avez ici une liste des méthodes qu'on peut utiliser aujourd'hui. C'est pas une liste complète, mais voilà, ce nous on a identifié, qui nous permettent d'avoir accès à l'humidité, au fond d'humidité dans le bois. Donc, vous avez les méthodes radiométriques, bon, avec des rayons X, donc ça suppose que vous êtes dans un laboratoire. Vous avez les méthodes diélectriques qui utilisent un courant alternatif, donc c'est le radar électromagnétique. Et nous à Ygreton, on s'est concentré sur les méthodes résistives, et on a essayé de trouver une corrélation entre la résistance électrique et la teneur en eau. Donc, ce sont des méthodes qui restent assez limitées lorsque vous avez des faibles humidités dans le bois, parce que l'électricité et le bois, c'est pas simple. Et donc, cette fois, on va utiliser un courant continu. Et donc, l'idée, c'est pareil, c'est d'avoir des méthodes qu'on peut amener en situ pour estimer le taux d'humidité dans le bois, et donc derrière, couplé avec d'autres méthodes, comprendre le comportement. Et donc là, vous avez un petit schéma qui vous explique le fonctionnement des méthodes résistives. Donc, vous avez des électrodes qui vont être enfoncées dans le bois.
Donc la configuration la plus simple, c'est la configuration quadripôle avec 4 électrodes. Et donc l'idée, voilà, vous l'avez ici, c'est d'injecter un courant par les électrodes A et B et récupérer des informations en M et N, et donc en fonction de ça, déterminer le taux d'humidité dans le bois et aussi la répartition de l'humidité dans le bois dans l'épaisseur. Donc là, pour ces méthodes-là, on fait appel à deux notions, résistance électrique et résistivité électrique. Et donc là, il y a différentes configurations qu'on peut mettre en place pour avoir accès au taux d'humidité. Ça marche bien en géotechnique parce que vous avez des environnements qui sont infinis. Donc là, vous êtes sur un milieu fini et donc c'est pas toujours simple. Donc c'est là où il y a beaucoup de développement numérique pour arriver à optimiser ces mesures-là. Et donc, pareil, toujours avec le temps, sur la même charpente, on avait la fissure. On a essayé de voir si on est capable d'accéder à la teneur en eau du notre bois en fonction de la météo. Comme vous pouvez le voir ici, on a utilisé les éléments d'assemblage comme des électrodes. C'est pas évident parce que les conditions environnementales vont forcément influencer un peu le comportement de ces électrodes-là. Parce que d'habitude, vous avez des électrodes qui sont incorporées dans le bois. Voilà, et il faut bien maîtriser l'étanchéité de ces électrodes-là pour éviter que l'environnement extérieur perturbe les mesures. Parce que là, voilà, vous pouvez avoir une concentration d'humidité à ce niveau-là à cause de l'humidité et à cause de la présence des éléments d'assemblage. Et donc, on avait utilisé une configuration équatoriale. Donc, avec différentes combinaisons d'électrodes, donc injection-réception. Et donc, derrière, on a regardé, et vous allez voir le graphique d'après, on a regardé un peu ce qui se passe avec la météo. Donc, on était sur une période courte, peut-être qu'elle n'est pas représentative, mais ça nous a permis de tester ce type de configuration et d'éviter, encore une fois, de percer le bois pour ajouter des électrodes et d'utiliser des choses qui sont en place. Et donc là, vous avez un graphique avec beaucoup de courbes. Donc là, vous avez l'humidité relative qui a été relevée par une station météo qui se trouve sur le site. Et là, vous avez la température qui a été mesurée et la teneur en eau du notre bois. Donc sur un mois, je ne me rappelle plus si c'était c'était en printemps, je pense. Et donc là, on voit ici les points qu'on a ici qui nous donnent la teneur en eau du notre bois en temps réel et en utilisant des éléments d'assemblage et des configurations qui sont assez simples d'utilisation. Et donc on voit bien que ce sont aussi des méthodes de diagnostic qui marchent bien. Et donc, j'arrive à la fin de ma présentation, donc peut-être que j'étais un peu trop rapide. C'était 45, non? C'est bon? Non, c'est nuit. Oui, bon. Donc après, voilà, si vous souhaitez qu'on développe un peu différents aspects. Donc après, voilà, on travaille aussi sur l'émission acoustique, sur les ultrasons. Donc, thermographie infrarouge, pas beaucoup utilisée, mais on a les moyens. Mais voilà, on est très orienté, analyse d'image et méthode résistive depuis quelques années. Oui. Attends, il y avait votre collègue? Je sais si vous voulez bien revenir sur le graphique d'avant, je vais passer un peu vite. Ah, oui, c'est possible, c'est Parce que possible. la corrélation, du coup, je ne l'ai pas bien vue. Mais il n'y a pas de corrélation. Ah, Il n'y a pas de corrélation. C'est que, si, parce que vous avez ici la teneur en eau qui est donnée par le célèbre graphique où en fonction de la température on a la teneur en eau. Et vous avez la teneur en eau mesurée par la méthode résistive. Donc, là, vous avez la teneur en eau donnée par RAFNOR, je ne dis pas de bêtises. Et là, vous avez la teneur en eau qui a été relevée par les mesures résistives. Pour l'instant, on regarde toutes ces valeurs-là avec beaucoup de précaution parce qu'encore une fois, on utilise les éléments d'assemblage. On a le poteau qui est exposé peut-être au soleil, donc souvent aussi il y a le soleil qui tape, voilà, on n'a pas la vraie température qui est donnée par
par la station météo. Ok. Mais on a regardé en termes de faisabilité, donc c'était dans le cadre d'une thèse, mais en termes de faisabilité, c'est quelque chose qui peut s'envisager. Mais après, reste à approfondir. D'accord. Mais on voit bien que, bon, il y a un peu d'écart, mais... Parce que là, on était sur 16 de mémoire, et donc on voit bien que bah, ça montait un peu plus haut, mais encore une fois, c'est pareil, il me semble que le tableau qui nous donne la teneur en eau, il y a beaucoup de questions sur l'essence qui a été utilisée pour avoir les infos, tout ça. Donc, c'est que... Là, c'était un poteau qui était en Douglas. Donc après, voilà, est-ce que les tableaux correspondent au Douglas ou pas? Mais je ne peux pas vous dire c'est parfait et que c'est ça, mais voilà. Il y avait votre collègue et... Tout à l'heure, vous avez parlé d'optimisation avec la méthode des moins de carrés. Oui, Donc c'est bien pour moins de carrés non linéaires, c'est bien. oui. En cas de singularité dans le bois qui crée des minima locaux, comment vous les éliminez? On n'a pas étudié parce que, comme je dis, on optimise. Donc, on a un bois où il n'y a pas de nœud, où il n'y a pas de défaut. Mais après si, parce que si c'est qu'à un moment donné, nous on calcule un coefficient qui nous permet de voir si on a minimisé l'écart ou pas. Lorsque vous aurez des singularités comme ça, on aura quelque chose qui va être divergent. Et ce qu'on fait aussi, je ne l'ai pas montré ici, c'est qu'on peut superposer le champ expérimental bruité avec le champ optimisé plus ou moins bien. Et donc, lorsque vous avez des singularités comme ça, rien que visuellement, vous allez trouver une zone de décoloration où ça va pas optimiser. Et là, on pourra se dire peut-être qu'il y a une singularité ou un nœud qui est présent. J'ai fait ce type d'analyse, mais c'était sur du béton. Et donc là, on voit, lorsqu'on superpose l'expérimental avec l'optimisé, qu'on considère optimisé, on voit bien qu'il y a des zones où il y avait des défauts dans le béton, où ça colle pas, et on voit bien que ça... Il y a un problème. Donc, mais après, c'est que sur le bois, on ne s'est pas posé ces questions-là sur la présence d'un nœud ou d'une singularité d'autre type. Je me demandais, l'étude que je vous avais donnée, c'est une structure en fait supplémentaire. Oui. Et est-ce que vous avez fait d'autres essais que la fissure, sur la fissure Pour les éléments de structure? Oui, pour l'ensemble des structures. Vous avez regardé d'autres choses ou pas du tout? Non, on a regardé que... Oui, mais après, encore une fois, on reste sur une recherche qui est fondamentale. Donc après, on teste ce qu'on pense que fonctionne sur des éléments de structure. Après, on a fait des tests, mais sur d'autres matériaux pour faire du diagnostic et ça marche. Mais après, pour le bois, le seul exemple au niveau de structure, avec ces méthodes-là, c'est le poteau que vous voyez. Construit la structure pour pouvoir faire le test? Ah non, c'était une structure qui était en place. Ah non. Et lorsqu'on a fait le suivi, la structure elle était en place. Et pareil, lorsqu'on a fait les mesures d'humidité, la structure elle était en place. Donc on n'a pas créé une structure pour faire des mesures. On a utilisé des choses qu'on avait en place. C'est pour ça que je vous ai dit sur l'aspect fissuration, on se posait des questions sur le module d'élasticité, sur les propriétés mécaniques. Mais ouais. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que lorsque vous avez un suivi, on peut savoir un peu ce qui se passe, mais si vous arrivez sur une structure en bois qui est existante et qu'on ne sait pas à quelle époque ça a été fait et quand ça a été fait, c'est que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais non, elle existe encore, donc elle n'est pas tombée, donc c'est que les mesures qu'on avait fait... Oui. Pour la tomographie, vous avez fait un graphique là où il y a juste 2 points, mais en réalité, moi, la tomographie, j'imaginais qu'on allait sortir un champ d'humidité. Tout à fait, c'est qu'avec ce que je vous ai présenté, on reste vraiment en surface, mais on avait des éléments en bois, je n'ai pas mis l'image, où on a 25 électrodes et un entourage en électrodes. Ah oui. Mais dans cette thèse-là, donc il y avait une autre thèse avant qui a approfondi un peu et où on a fait des comparaisons avec des mesures avec le alpha densimètre, c'est ça? Pas de densimétrie, donc on a comparé les méthodes résistives avec d'autres méthodes du laboratoire où ça marchait. Là, on s'est concentré beaucoup sur la qualité des électrodes. Parce qu'on avait vu, c'est que si les électrodes ne sont pas étanches, on a n'importe quoi. Parce que si vous avez un peu d'eau qui pénètre et qui arrive au niveau de l'électrode, c'est que vous aurez une mesure qui va être forcément faussée par cette humidité. Et la température aussi. Donc pareil, il fallait mettre un petit couplant. Donc voilà, c'est que dans cette thèse-là où je vous présente ça, on se concentrait plus sur comment optimiser la mesure et pas forcément aller dans l'analyse du fond d'humidité dans le bois. Mais oui, l'idée c'est ça, c'est d'avoir une cartographie, un champ, voilà, un champ d'humidité.
Autre question, en ce qui concerne la pointe de la fissure. Oui. Comment vous l'estimez, puisque en fait, si on a deux plans qui sont séquents à la pointe de la fissure, Oui. ils sont presque parallèles, donc la définition justement de la pointe de la fissure est très difficile. Tout à fait. Au départ, on se méfiait à la déformation, parce que c'est pareil, c'est comme une articulation, le point de la fissure, et lorsqu'on amplifiait l'état de déformation de l'éprouvette, on était capable de se dire c'est un peu là, mais là, avec notre méthode d'optimisation, dans l'équation des champs analytiques, on intègre le x, y de la fissure. Et l'orientation, parce qu'après, voilà, dans le bois, la fissure, elle n'est pas forcément alignée. Et donc, par ce processus d'optimisation, nous, on se dit, on arrive à optimiser la position de la pointe de la fissure. Et lorsqu'on a vérifié, ça nous donnait une correction de la pointe de la fissure par rapport à ce qu'on avait. Ouais. Et c'est pareil, lorsqu'on utilise les équations, on prépositionne la pointe de la fissure. Parce que si on dit au départ, c'est au début, tout au début. Vous l'avez plus facilement par le calcul que par la mesure elle-même. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste une question et c'est ça qu'en réalité, on a des jolies cartographies. Ce qui nous intéresse, est-ce que la fissure elle se propage? Et le niveau, on va dire, énergétique, si j'essaie de simplifier, pour savoir si on s'approche de l'énergie critique de fissuration ou pas. Parce que si on est proche, c'est vrai que ça va propager. Si on est loin, c'est que, bon, pour l'instant, on a le temps. Voilà. C'est quoi les durées d'observation minimum pour avoir des résultats concluants? 100 ans? Si vous arrivez sur un ouvrage, par exemple, qui a une fissure et on veut voir si ça va évoluer ou si c'est stable. Ah, mais tout le temps, en permanence. Après, sur le bois, même si on dit, voilà, sur 3 ans, ça n'a pas propagé, vous n'êtes pas à l'abri qu'au bout de 3 ans, ça propage. Après, il y a des thésards dans la salle, c'est que la durée d'étude, c'est 5 ans. Non, 3 ans. Bah, on est limité aussi par ça. Donc, après, souvent, on a des éléments instrumentés pendant les tests qui restent en service et qui restent instrumentés, et qu'on a le temps et qu'on se rappelle qu'on a laissé les capteurs là-bas, on va aller et on va étudier, voir si ça a propagé ou pas. Voilà. Après, lorsqu'on a des industriels qui viennent nous voir, donc après, il y a des instrumentations qui sont en place et qui restent. Et on a des ouvrages qui sont instrumentés, où on a des capteurs qui nous envoient des données et qu'on transmet après derrière aux entreprises. Et là, ça va être en permanence. Tant que l'ouvrage il est en service, il y aura un suivi. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font de la fissuration dans la salle, mais... Non. Plutôt acoustique, ultrason? Non, même pas. Il y a beaucoup les masters sciences du bois. Ah. Donc, si vous voulez faire des thèses avec le temps, on a des financements. Après, on n'a pas la mer, mais on a plein de lacs. Dans tous les cas, donc, il y a avec des plages. Comment? Il y a les mobiliers, donc il y a des choses bien avec le temps. Donc, Il y a un ciel étoilé. il y a Le ciel étoilé. Non, non. Mais pour ceux qui font le bois, il y a beaucoup de bois, beaucoup d'humidité. Donc après, il y a toutes les conditions. Donc vous avez un collègue qui s'appelle Dubois qui travaille sur le bois, donc là c'est... C'est bon, mais avec plaisir.